Donc, on reprend sur La mort du roi de Songor de Laurent Godet. On avait vu déjà ensemble, avant les vacances, deux premiers passages. Cet incipit, où on avait relevé qu'on démarrait l'œuvre par les préparatifs du mariage de Samilia avec le prince des terres du sel, qui s'appellera Quam, on découvre son prénom un peu plus tard. Sauf que au moment où on attend Quam, c'est un autre prétendant qui arrive, Sango Kerim, un ami de la famille de Songor qui avait été élevé avec eux et avec qui Samilia avait promis de se marier. Il était parti à l'aventure pour devenir quelqu'un. Il revient parce qu'il est à la tête d'une immense armée, une armée de nomades, et donc il réclame la main de Samilia. D'accord ? Ça amenait au passage le dernier passage qu'on avait étudié, à savoir celui de la mort du roi, qui choisit de se suicider pour essayer d'éviter la guerre, en faisant finalement une offrande de son sang. Et il demande à son fidèle serviteur, Katabolonga, de transmettre aux deux prétendants et à toute sa famille cette idée que voilà, ce mariage est maudit, qu'il ne faut pas déclencher une guerre pour se marier avec Samilia, que malheureusement elle restera sans mariage et qu'il faut éviter de verser davantage de sang que le sien. D'accord ? Donc on était sur ce passage-là. Je voudrais venir à ce passage de la mort de Liboko pour parler de cette guerre qui s'engage donc entre les forces de Sango Kerim et celles de Quam, qui va être une guerre assez terrible dans la mesure où les forces des deux armées s'équilibrent. On avait vu un petit schéma pour montrer justement cet équilibre des forces, et puis pour montrer la manière dont Laurent Godet, du coup, décrit la guerre et donc montre à la fois toute la vaillance des hommes au combat, mais également toute l'horreur de cette guerre, parce que malgré tout, son œuvre est une forme de dénonciation, d'accord, de la guerre. Alors, je vais lire le passage de la mort de Liboko. Pour mémoire, Liboko, c'est un des fils de Songor, celui qui est né après les deux jumeaux qui étaient les aînés, Sako et Danga. Et donc, Liboko est considéré comme le meilleur combattant de la famille Songor. D'accord ? La bataille s'engagea, et à nouveau, ce furent les cris d'hommes blessés, les hurlements poussés pour se donner du courage, les appels à l'aide, les insultes et le cliquetis des armes. À nouveau, la sueur perla sur les fronts. L'huile ruissela sur les corps. Des cadavres cloqués gisaient au pied des murailles. Les cendrés se ruèrent sur la porte de la Chouette comme des ogres. Ils étaient une cinquantaine, mais rien ne semblait pouvoir leur résister. Ils éventrèrent les tenants de la porte cloutée et écrasèrent les gardes surpris de se trouver face à de tels géants. Pour la seconde fois, les nomades pénétrèrent dans Massaba, et pour la seconde fois, la panique gagna les rues de la ville. La nouvelle courut de maison en maison, que les cendrés avançaient, qu'ils tuaient tout sur leur passage. Lorsqu'elle parvint jusqu'à lui, le jeune Liboko se précipita au-devant des ennemis. Une poignée d'hommes de la garde spéciale de Tsongor le suivit. La rage illuminait son visage. Ils tombèrent sur la troupe des cendrés au moment où ces derniers envahissaient la place de la Lune, une petite place où se réunissaient autrefois les 10 heures de bonne aventure, et où bruissaient les nuits d'été le doux murmure des fontaines. Liboko, comme un démon, se rua sur l'ennemi. Il perça des ventres, sectionna des membres. Il transperça des torses et défigura des hommes. Liboko se battait sur son sol pour défendre sa ville, et l'ardeur qui l'animait semblait ne jamais devoir le quitter. Il frappait sans cesse, éventrant les lignes ennemies de toute sa fureur. Les ennemis tombaient à la renverse sous la force de ses charges. Soudain, il suspendit son bras. Un homme était à ses pieds, là, à sa merci. Il pouvait lui fendre le crâne, mais il ne le faisait pas. Il resta ainsi, le bras suspendu, un temps infini. Il avait reconnu son ennemi. C'était Sango Kerim. Leurs yeux se croisèrent. Liboko regardait le visage de cet homme qui pendant si longtemps avait été son ami. Il ne pouvait se résoudre à frapper. Il sourit doucement. C'est alors qu'Orios s'élança. Il avait vu toute la scène, il voyait que Sango Kerim pouvait mourir à tout moment. Il n'hésita pas et de tout le poids de sa masse écrasa le visage de Liboko. Son corps s'affaissa. La vie déjà l'avait quitté. Un puissant grognement de satisfaction sortit de la poitrine d'Orios.
Sango Kerim, abattu, s'effondra à genoux. Il lâcha ses armes, enleva son casque et prit dans ses bras le corps de celui qui n'avait pas voulu le tuer. Son visage était un cratère de chair. Et c'est en vain que Sango Kerim y cherchait le regard qu'il avait croisé quelques secondes auparavant. Il pleurait sur l'Iboko, tandis que la bataille faisait rage autour de lui. La garde spéciale avait assisté à la scène et une fureur profonde souleva les hommes. Ils poussèrent de toute leur force les cendrés. Ils voulaient récupérer le corps de leur chef, ne pas l'abandonner à l'ennemi. Ils voulaient l'enterrer avec ses armes auprès de son père. Et devant leur violente poussée, Orios dut reculer. Ils abandonnèrent le corps. Ils abandonnèrent la place de la lune. Ils prirent avec eux Sango Kerim qui n'avait plus de force et ressortirent de l'enceinte pour échapper aux hommes de la garde qui les poursuivaient en hurlant. Donc voilà, c'est un peu un passage clé dans la guerre puisque c'est aussi un moment où les forces nomades, qui sont ici appelées les cendrés parce que c'est une des troupes des nomades, a réussi à passer l'enceinte a priori infranchissable des murs de Massaba. D'accord ? Donc c'est à double titre un passage de la guerre qui est très important. Qu'est-ce que vous pourriez relever dans ce texte pour montrer justement l'horreur de la guerre? Si on repart du début du texte et qu'on essaye un petit peu de surligner des éléments qui nous montrent cette horreur de la guerre. D'accord, donc voilà, dès la première ligne, il y a tout de suite cette histoire des blessés. Il y a des hurlements pour donner du courage. Donc, des hurlements pour se donner du courage, avec le sous-entendu que s'il n'y a pas ce hurlement, c'est trop dur d'aller à la guerre et de se mettre face à la mort potentielle du champ de bataille. D'accord ? Les appels à l'aide. Voilà, appel à l'aide. On est toujours donc, on commence le texte par toutes sortes de bruits finalement qui sont liés à la guerre. Donc les cris des hommes blessés. Si on commence par les blessés, c'est pas anodin. Par ensuite la peur qu'il faut surmonter par des hurlements. Et puis quand on est encore sur un autre type de cri, c'est cette fois-ci des appels à l'aide. Donc déjà les trois premiers sons qui nous viennent de ce champ de bataille sont en train de montrer que c'est un lieu absolument horrible. D'accord ? Donc, insulte, cliquetis des armes. Donc, ça montre peut-être aussi avec les insultes ce côté où on perd toute forme de respect de l'autre. Et ça peut être aussi un moyen de se donner à nouveau du courage. Quoi d'autre ensuite? Après tous ces sons. Les cadavres cloqués, d'accord? Ils sont cloqués pourquoi? Ils ont été brûlés, non? Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'effectivement, s'ils ont des cloques, c'est des cloques qui sont dues à des brûlures, ou bien parce qu'on va lancer des projectiles enflammés, ou bien parce que ceux qui sont sur les remparts lancent de l'huile brûlante depuis le haut des remparts, comme ça pouvait se faire depuis l'Antiquité, parce que c'est un moyen d'éviter l'assaut des villes fortifiées. D'accord. Donc, cadavre cloqué, ça fait écho aux blessés qu'on avait eus. Ensuite, à partir de la ligne 5. Les cendres se ruèrent sur la porte. Oui, ce ruère qui montre une forme de violence dans la manière d'attaquer. Alors, il faut cette énergie-là pour se battre, mais donc ça donne tout de suite une image négative parce qu'il y a une comparaison dans cette ligne aussi à relever. Avec les ogres. C'est ça, le comme des ogres, donc en termes de figure de style, on est sur une comparaison. Et donc, ça les assimile à une créature mythologique, fantastique, qui est assimilée à la dévoration et donc à la mort aussi de tous ces petits-enfants qui se font manger par des ogres. Donc, voilà, puis ça donne cette taille, cette brutalité de cette créature mythologique qui est considérée comme un monstre. Quoi d'autre ensuite? Si on continue de regarder un petit peu sur les verbes d'action de cette guerre, à partir de la ligne, sur la ligne 6, par exemple. Ils éventrèrent. Oui, c'est pas ils ouvrirent tranquillement la porte, c'est qu'ils l'éventrèrent. À la ligne suivante. Ils écrasèrent. Écrasèrent les gardes surpris. Voilà, c'est surtout écrasèrent les gardes. C'est-à-dire que comme ils ont défoncé la porte ici, on peut considérer que cette porte s'est abattue sur les gardes derrière qui ne s'attendaient pas à cette charge-là et qui se sont trouvés écrasés sous le poids de portes qui font partie de ces remparts de Massaba, donc qui devaient être absolument immenses. Et une alternative aux ogres, mais cette fois-ci en métaphore, dans cette même ligne. De tels géants. C'est ça, Tel le géant. Tout à fait.
D'accord? Donc là, effectivement, on est sur les attaquants qui sont vus de manière très péjorative comme des brutes qui viennent s'insérer, qui viennent pénétrer Massaba, qui viennent de passer les remparts. Et donc, ils vont générer la panique auprès de tous ceux qui sont à l'intérieur, parce qu'en plus, il y a la population de Massaba qui est encore à l'intérieur. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait se dire, ah, c'est les attaquants qui sont vus de cette manière-là, donc il y a une forme de dénonciation de ceux qui viennent attaquer une ville qui était paisible avant, mais donc pas du tout, parce que quand on va s'intéresser à Liboko, on va avoir pour lui aussi un certain nombre de termes qui vont montrer sa brutalité. Si vous vous intéressez à partir donc, de la ligne 10, à partir de le jeune Liboko, qu'est-ce qu'on peut relever pour montrer sa brutalité à lui aussi? Se précipita. Donc déjà, il est dans les mêmes actions très actives, d'accord, effectivement, où il y a de l'énergie mise dans les actions. Quoi d'autre? Ils disent ennemis aussi, non, madame? Alors effectivement, il faut devant des ennemis, donc c'est les cendrés qui l'ont là, parce qu'on va être un petit peu dans le point de vue de Liboko, qui deviennent des ennemis, mais dans sa manière de se précipiter, dans les lignes qui suivent, qu'est-ce qu'on pourrait relever qui va faire écho à ce qu'on avait vu justement pour les nomades? À partir de la ligne... Pardon. La rage. Exactement. La rage illuminait son visage, donc tout de suite, il se précipite et il est dans un sentiment tout à fait extrême pour aller répondre à l'attaque par une attaque de la même violence que celle qui écrase des gardes, qui éventre des portes. D'accord? Si on continue de descendre un petit peu dans les lignes suivantes. Il transperce ça. Alors, d'une part, j'ai entendu la comparaison. Donc, et on en avait comme des ogres une première comparaison là. Cette première comparaison correspond à une deuxième comparaison comme un démon. Et puis après, effectivement, tous ces verbes, il se rua. Du coup, se ruère, c'est le même verbe. Hein. C'est fait exprès pour montrer que justement dans les deux camps, il y a de la violence. Et puis après, il y a effectivement ce que j'ai entendu, je crois que c'est Mohamed. Hein. Donc il y a ça, perça des ventes, sectionna des membres, il transperça des courses. Il défigura des hommes. D'accord? Alors, cette phrase-là, c'est typique de l'Iliade, d'accord? Ce livre que Homère il a écrit pendant l'Antiquité pour parler de la guerre de Troie. Hein, j'y reviendrai tout à l'heure à la fin de la séance. Quelle est la seule chose finalement, donc on va tomber autour de la ligne 20, qui va suspendre pendant un temps la violence? Leurs yeux se croisèrent. Son ennemi. Et son ennemi, c'est un ennemi tout particulier, c'est-à-dire que tous les autres ennemis, il les perce, il les sectionne, il les transperce, il les défigure. Mais celui-là, il n'a pas le courage de le faire parce que c'est qui? Et donc, le nom, hein, il apparaît juste avant, c'est Sango Kerim. Donc, on a tout ce petit passage-là où il y a une forme de suspension de la violence parce qu'il se retrouve face à face avec Sango Kerim, hein, donc qui est le chef de l'autre armée, mais qui est le jeune homme qui avait été élevé avec lui. Qu'est-ce qui se passe du coup pour Liboko? Le fait de se retrouver un peu sans défense en plein milieu du champ de bataille et qu'être à l'arrêt et suspendu sur un champ de bataille, c'est jamais bien bon. Il y a quelqu'un qui lui écrase la tête. Exactement. D'accord. Il y a un autre personnage hein, qui s'appelle Orios qui est là. Donc qui fait partie de l'armée de Sango Kerim, qui lui voit le danger pour Sango Kerim, donc qui va avec sa masse écraser le visage de Liboko, et donc forcément, si il l'écrase, il meurt sur le coup. D'accord. Comment on voit l'horreur des blessures dans les lignes qui suivent? Et pour Sango Kerim, pour Liboko, son visage était un cratère de chair. Je ne sais pas si vous vous représentez l'image, mais c'est absolument horrible. Et donc, c'est en vain que Sango Kerim, il cherchait le regard qu'il avait croisé quelques secondes auparavant. Il n'y a plus de visage, il n'y a plus rien à reconnaître dans ce qui n'est plus qu'un cratère de chair. Voilà. Donc, ça donne un petit peu cette image de l'horreur de la guerre. Est-ce que néanmoins, là, sur la guerre, ça paraît assez clair pour cette idée que c'est tout le temps présenté de manière extrêmement violente, extrêmement dure, qu'il n'y a pas un camp des gentils, un camp des méchants, c'est tout le monde est dans cette horreur de la guerre.
Ouais. Super. Donc, on va avoir cette description de manière très récurrente dans le roman, hein, pour ceux qui l'ont lu, d'une bataille, d'une autre, des chefs qui meurent les uns après les autres. À chaque fois que ces hommes meurent, ils descendent dans les enfers, hein, parce qu'on va être sur une copie de la mythologie gréco-latine. Et donc, Tsongor, qui est mort déjà, qui a été embaumé, un peu comme des techniques égyptiennes, hein, de momies, voit défiler sur les bords des enfers mythologiques toutes ces troupes. Donc, il voit des hommes défigurés, il voit les hommes blessés, il voit l'horreur de la guerre. Et donc, Liboko, il va le voir descendre également dans le monde des enfers, et il va supplier Katablonga de faire quelque chose pour abréger ses souffrances et qu'il arrête de voir son peuple et plein de braves hommes mourir de manière aussi détestable. Sauf qu'il y avait cette promesse de Katablonga de ne pas le laisser partir dans le monde des morts avant que tout soit achevé. D'accord ? Donc voilà, on est sur une guerre qui va comme ça longtemps perdurer, longtemps faire des morts de part et d'autre, et donc être absolument horrible. Ça nous amène forcément à nous intéresser à un autre personnage qui est Samilia, qui est donc la princesse, hein, de cette œuvre. Et je vous rappelle que c'est en grande partie pour elle qu'on peut faire le parallèle avec notre princesse de Clèves, pour voir justement comment elle se comporte dans cette situation-là. Parce que forcément, elle n'est pas une femme combattante, hein. Il y a des femmes combattantes sur le champ de bataille, c'est la mère de Quam et ses troupes d'Amazon, mais donc Samilia n'est pas une combattante. Elle est une princesse et elle se retrouve coincée en ne sachant pas choisir, de la même manière que son père avait dit qu'il n'y aurait jamais aucun bon choix dans cette guerre-là. Elle va être très embêtée. Au lendemain de la mort de son père, après des hésitations, elle décide de partir de nuit dans le camp de Sangokeri. Effectivement, qu'il y a un certain sens de l'honneur à revenir à cette promesse qu'elle avait faite en premier à celui qu'elle avait aimé à l'époque. Donc, elle part de nuit dans le camp de Sangokerim, sauf que quand elle arrive chez Sangokerim, elle dit « c'est pas parce que je viens à toi que tu as gagné la guerre, je viens à toi parce que je veux honorer ma vieille promesse, mais pour qu'on puisse se marier, il va falloir que tu sois victorieux. Donc fais ce que tu as à faire sur le champ de bataille et j'attends là dans une tente dans le camp des nomades. » Sauf que la guerre s'éternise et qu'on arrive absolument à rien. D'accord ? Et donc, c'est là que Quam et Sangokerim, après de multiples batailles, hein, on est sur des mois et des mois de bataille, finissent par s'entendre pour dire il faut qu'on mette un terme à cette guerre, on est en train de s'épuiser, on est en train de perdre nos hommes, on est en train de ne pas s'en sortir, tant pis, il ne peut pas y avoir de vainqueur, on va demander à Samilia de se suicider, comme ça, il n'y a plus de prix à la guerre, et on rentrera chacun chez soi pleurer nos morts. Donc, il y a une scène assez importante où les deux armées sont face à face sur le champ de bataille et où les chefs, Sangokerim et Quam, demandent à Samilia de se suicider pour le bien de tous, pour que c'en soit fini de la guerre et qu'ils puissent s'en aller sans perdre leur honneur, sans victoire, mais sans perdre leur honneur. Ce n'est pas parce qu'ils auront abandonné la guerre, c'est parce qu'il n'y aura plus de prix à la guerre. Et donc, c'est le moment où Samilia va finalement se révéler et tenir un discours face à tous ces hommes sur le champ de bataille qui est absolument déterminant pour le choix qu'elle fait pour sa propre vie. D'accord ? Alors, le discours de Samilia au milieu du champ de bataille, au milieu des hommes. Je lis. « Vous voulez ma mort, dit-elle. Devant vos hommes réunis, vous voulez achever cette guerre. Soit. Tranchez-moi la gorge et scellez votre paix. Et si aucun de vous deux n'a ce courage, qu'un homme du rang se présente et fasse ce que son chef n'ose faire. Je suis seul, devant des milliers d'hommes qui m'encerclent, je ne fuirai pas. Et si je me débats, vous ne serez pas long à me maîtriser. Allez, je suis là. Qu'un d'entre vous marche sur moi et que tout s'achève. Mais non, vous ne bougez pas. Vous ne dites rien. Ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez que je me tue moi-même et vous osez me le demander en face. Jamais. Vous m'entendez ? Je n'ai rien demandé, moi. Vous vous êtes présenté à mon père avec des présents d'abord, puis avec des armées. La guerre a éclaté. Qu'ai-je gagné ? Des nuits de deuil, des rides et un peu de poussière. Non,
Jamais je ne ferai cela. Je ne veux pas quitter la vie. Elle ne m'a rien offert. J'étais riche, ma cité est détruite. J'étais heureuse. Mon père et mon frère sont enterrés. Je me suis offerte à Quam, oui. La veille de ce jour qui, sans la venue de Mazébu, aurait vu la chute de Massaba. Et si je l'ai fait, c'est que l'homme qui s'est présenté à moi cette nuit-là était déjà mort. Je lui ai fait l'amour comme on caresse les tempes d'un mort, pour qu'il sente le plus longtemps possible, en avançant dans les ténèbres, l'odeur de la vie. Tu viens ici, Quam, et tu révèles cela devant l'armée tout entière. Mais ce n'est pas à toi que je me suis offerte, c'est à ton ombre vaincu. Soyez maudits tous les deux. D'oser vouloir que je me tue. Et vous, mes frères, vous ne dites rien. Vous n'avez pas eu un mot pour vous opposer à ces deux lâches. Je le vois à votre regard. Vous consentez à ma mort. Vous l'espérez. Soyez maudits, vous aussi, par le roi de Songor, votre père. Entendez bien ce que vous dit Samilia. Jamais je ne tournerai le couteau contre ma chair. Si vous voulez me voir mourir, frappez vous-même et salissez vos mains. Je dis plus encore. À partir de ce jour, je ne suis plus à personne. Je crache sur toi, Sango Kerim, et sur nos souvenirs d'enfance. Je crache sur toi, Quam, et sur la mère qui t'a donné le jour. Je crache sur vous, mes frères, qui vous détruisez l'un l'autre avec la haine de vos viscères. Je vous offre une autre solution pour cesser la guerre. Je ne serai plus à personne. Même en me tirant par les cheveux, vous ne me forcerez pas à entrer dans une de vos couches. Plus rien ne vous force à la guerre. Car à partir de ce jour, ce n'est plus pour moi que vous vous battez. Qu'est-ce qu'elle fait à l'issue de ce discours? Est-ce que quelqu'un a le passage qui est juste après? Elle décide de partir, non? Exactement. C'est-à-dire qu'elle va tourner le dos à tous ces hommes en ne sachant pas s'ils vont effectivement la rattraper, s'ils vont lui lancer un projectile dans le dos ou quoi que ce soit, mais elle leur tourne le dos et elle marche droit devant elle. Et effectivement, elle va partir et elle va réussir à partir parce que derrière elle, tous les hommes vont reprendre la bataille parce qu'il y a toujours ces querelles de il a tué un de mes amis, etc. Donc il y en a un qui va devenir fou, qui va relancer la bataille et donc ils vont se remettre à se battre en la laissant partir et ensuite en ne cherchant pas du tout à la rattraper. D'accord? Qu'est-ce qui est marquant dans ce discours de Samilia? Qu'à la base, les deux, ils se battaient pour elle. Oui. Et qu'au final, ils veulent, entre guillemets, sa mort. Oui. Mais qu'elle ne veut pas elle-même se tuer. Exactement, d'accord. Donc, il y a vraiment cette idée de toute la guerre, toutes les morts qu'il y a eu, c'était jusque-là pour elle. Et comme ils n'arrivent pas à se sortir par les armes, ils vont chercher sa mort à elle. Et donc, ils vont finalement chercher à ce que ce soit elle qui meure pour qu'il n'y ait pas d'autres morts. Sauf qu'elle va dire non, d'accord. Ce qui est caractéristique ici, c'est toutes ces négations, d'accord. Je ne fuirai pas. Mais non, vous voulez que je me tue et jamais, d'accord. Je n'ai rien demandé, moi. Donc, elle va clairement, tout au long du texte, continuer à dire non, non et non. D'accord. Donc, elle va être vraiment en train de refuser de se suicider pour cesser la guerre. Quel est son argument principal? Comme quoi la vie, elle lui a rien offert. D'accord. Ça va être effectivement une phrase clé. Hein. Je ne veux pas quitter la vie, elle ne m'a rien offert. C'est-à-dire que son destin jusque-là lui a été extrêmement contraire. Le destin ne lui a rien apporté de bon et elle ne veut pas croire que sa vie va se réduire à ça. C'est-à-dire que jusque-là, finalement, elle a eu un destin qui est assez tragique. Elle n'a rien décidé, elle a subi des événements qui lui tombent dessus sans qu'elle ait de pouvoir. Et donc là, elle se dit enfin qu'elle a le pouvoir de dire non et de choisir un autre destin. Et jusque-là, elle était bloquée et c'est par ce non que finalement, elle prend possession pleinement de son propre destin. Et donc, négation, hein, ça va jusqu'à la fin du texte, et je ne serai plus à personne. D'accord. Donc, on est à nouveau dans des négations, et cette fois-ci, des négations partielles. Hein.
Donc à faire, on parle de grammaire un petit peu. Voilà, donc des questions partielles entre le plus et le personne. Et donc finalement, elle en revient à ce que son père avait demandé au départ quand il s'était tué, en disant je vais verser mon sang, Samilia n'épousera personne, et puis tant pis, son mariage est maudit, c'est comme ça. Et donc elle revient finalement à l'idée que s'était fait son père au départ, d'éviter la guerre s'il n'y a plus de prix, si Samilia n'en est plus le prix. Et donc c'est bien vers ça qu'elle va elle-même retourner, et donc comme ça qu'elle va tracer son propre destin autrement. Simplement, ça ne va pas marcher parce que la guerre va reprendre après elle. Mais au moins, elle se libère de cette guerre. D'accord ? En quoi est-ce que cette manière de dire non et d'affirmer sa propre décision, son propre destin, ça la rapproche de la princesse de Clèves? La princesse de Clèves, elle a aussi refusé d'avoir une relation avec Monsieur de Nemours. Oui. D'accord ? On est vraiment sur cette princesse qui, à la fin du texte, dit c'est un destin contraire qui a été le mien parce que j'ai subi cette passion amoureuse, parce qu'on a tué malencontreusement le prince de Clèves qui est mort de chagrin, de jalousie parce qu'il n'a pas supporté que j'en aime un autre. Et donc, je dis non au mariage avec vous, le duc de Nemours. Et tant pis, je vais vivre ma vie toute seule en partant recluse très loin. Donc finalement, c'est le même chemin entre Samilia et la princesse de Clèves, c'est de dire non à un moment pour prendre une décision qui est purement personnelle, individuelle, pour avoir la maîtrise complète de son destin. La princesse de Clèves, je vous rappelle que si elle dit non, c'est pour ne pas risquer que le duc de Nemours lui soit infidèle plus tard et qu'elle en souffre encore plus terriblement. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette même idée chez Samilia de dire non, je ne serai plus à personne, ce n'est pas pour moi que vous vous battez et je reprends mon destin en main. Simplement, est-ce que vous trouvez que la princesse de Clèves et Samilia, c'est quand même les mêmes princesses? Non. Pourquoi? Samilia, elle est plus autoritaire, elle est plus certaine de ses choix, elle est plus... je ne sais pas comment expliquer, mais elle est sûre de ses décisions. Oui, c'est-à-dire qu'elle échappe au tragique finalement. Dans La princesse de Clèves, il y a quelque chose où elle prend cette décision-là, mais c'est terriblement horrible, et puis elle va aller mourir au fin fond du couvent. Donc en fait, elle se retire de la vie, c'est une première manière pour elle, c'est un non qui lui permet de commencer à mourir. Alors que pour Samilia, c'est un non qui lui permet de commencer à vivre. Et donc, elle part sur les routes, et on a encore quelques paragraphes qui la concerneront après dans le livre, où on nous dit qu'elle marche, qu'elle ne sait pas trop où elle va, elle ne sait pas où est-ce qu'elle va s'arrêter, mais donc voilà, qu'elle est en train de se tracer un nouveau chemin. Et puis après, elle disparaît du roman, et c'est son frère Souba, le seul survivant qui est à la dernière page du roman, qui dit qu'il espère un jour revoir sa sœur, et qu'il est en train qu'il va construire un palais pour donner les droits d'hospitalité à tous les voyageurs, parce qu'il se doute que sa sœur est une voyageuse maintenant et que peut-être elle entendra parler de ce palais et qu'elle lui reviendra. Donc en fait, le destin de Samilia est marqué par une forme d'espoir. Et c'est là que ça fait la différence avec notre princesse de Clèves qui meurt trop jeune dans son couvent. D'accord ? Est-ce que tout ça, c'est bien clair pour vous ? Oui. Oui. Voilà. Donc c'est un peu, voilà, c'était à la fois le parallèle qu'on pouvait faire entre les deux œuvres et puis aussi malgré tout la différence. Alors il se trouve que cette différence-là, elle a été voulue par Laurent Godet parce que même si son livre est profondément tragique, avec ces morts à répétition, cette guerre qui est de l'ordre du massacre et de la violence et de la brutalité, qui est absurde parce que se battre dans une guerre où il n'y a même plus la fille à gagner, donc ils se battent pour rien, après ils se battent pour l'honneur. Ça va se terminer, la guerre s'achève dans une ultime bataille où tous ceux qui veulent rester pour essayer de tirer une vengeance contre un autre ennemi restent, et tous les autres sont renvoyés chez eux, et donc restent sur le champ de bataille, notamment Sango Kerim et Kwam, également les deux frères jumeaux, Sako et Danga, qui vont s'entretuer sur le champ de bataille, et donc on a un massacre final jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul homme debout, et les quelques-uns qui croyaient être victorieux meurent de leurs blessures sur le champ de bataille. Et donc on a ces centaines de corps étalés qui restent là en plein soleil dans le sable. Donc on arrive finalement à un tableau final terrible, et c'est une manière pour Laurent Godet de dénoncer la guerre et son absurdité. Pourquoi on se bat, et quand on n'a même plus de raison de se battre, pourquoi est-ce qu'on continue à le faire? Voilà, pour lui, c'est absurde. Et donc la dernière chose que je voulais voir avec vous,
Du coup, c'était une interview de Laurent Godet que la professeure de français qui a fait le dossier de cette édition scolaire que j'avais conseillé, elle l'a rencontré, elle a pu lui poser des questions justement pour connaître un peu plus son inspiration et sa lecture qu'il faisait de sa propre œuvre, comment il était venu là. Et donc, c'est cette interview que je vais vous diffuser maintenant en partage d'écran pour qu'on puisse achever bien de comprendre les enjeux. Hein. Donc voilà, c'était cette interview de Laurent Godet par Cécile Pellissier pour l'édition Mania. D'accord. Je lis et je pose des questions. Alors, elle lui dit « Quelles ont été vos sources d'inspiration pour ce roman ?» Laurent Godet répond « On peut parler de 2 principales sources d'inspiration. D'abord, les épopées, dans lesquelles je me suis replongée afin de retrouver cette langue si riche et si particulière qui les caractérise. J'ai relu avant tout l'Iliade et aussi l'épopée de Gilgamesh, et également une épopée africaine, la geste de Ségou, pas particulièrement d'ailleurs pour son rapport à l'Afrique, mais pour voir le rythme de l'épopée dans l'oreille. Ensuite, des livres de photos avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. Je pense notamment à 2 très beaux ouvrages, La Corne d'Afrique et Fastueuse Afrique, qui montrent des paysages, mais aussi et surtout tout ce qui est la représentation du sacré, comme des cérémonies, des bijoux. Les auteurs se sont intéressés à toute l'Afrique, c'est-à-dire aussi bien l'Éthiopie que le Mali et même l'Afrique du Nord. Et cela a été très important pour moi parce que tous ces pays mêlés m'ont permis justement de constituer le territoire de la mort du roi de Songor, qui ne s'inspire pas de l'histoire d'un pays africain en particulier, mais plutôt d'une espèce de mélange de toutes les traditions, cultures et paysages de l'ensemble du continent africain. Dans cette première prise de parole là, de Laurent Godet, dans l'interview écrite, qu'est-ce que vous retenez comme élément important de son inspiration? Ces épopées. Oui, donc tout ce qui est épopée. Est-ce que vous savez ce qu'est une épopée? Est-ce que vous pourriez le définir? C'est un voyage, non? C'est une aventure? Alors, ce sont des récits qui peuvent être des récits d'aventure, qui peuvent être des voyages. Dans les épopées, on va compter effectivement l'Odyssée, d'accord, avec ses aventures d'Ulysse qui voyage en Méditerranée pour rentrer chez lui. Et puis, dans l'épopée de Gilgamesh, par exemple, il y a une dimension de voyage aussi. Et puis, épopée, c'est aussi dès lors qu'il y a des défis à relever, qu'il y a des batailles, qu'il y a des difficultés à surmonter. Et c'est une manière de le raconter en montrant toute la grandeur des personnages, tout leur caractère héroïque. D'accord? Donc, ça va être véritablement de montrer les faits exceptionnels qu'accomplissent des héros sur un champ de bataille, dans un voyage, face à des monstres, face à des difficultés. D'accord? Donc, effectivement, vu de ce point de vue-là, avec la guerre, avec nos personnages qui vont se comporter assez souvent quand même de manière héroïque, la mort du roi de Songor est une forme d'épopée moderne. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les inspirations de Laurent Godet qui est important? Les livres photos. Oui. Qui concernait systématiquement quoi? Des paysages. Et de quel continent? L'Afrique. Cette Afrique qui fait notre carte spatio-temporelle qu'on avait vu la dernière fois, il insiste sur l'idée que c'est un mélange de tout un tas de pays africains, qui fait qu'on est bien sur cette Afrique imaginaire qu'on avait analysée la dernière fois avec l'Inkipit notamment. Il ne s'est pas concentré sur un pays africain, il reconstitue une espèce de grande culture africaine, d'accord, qui l'inspire et qui lui donne justement plusieurs pistes à explorer dans son travail. D'accord? Voilà, un récit riche en aventure et en actes héroïques, mêlé à un cadre spatio-temporel africain. Donc, c'est ce qu'on avait analysé jusque-là. Alors, je passe à la question d'après de la jeune femme qui l'interviewe. Donc, elle dit « Comment en avez-vous construit l'intrigue ?» Laurent Godet répond « Pour être parfaitement honnête, l'intrigue principale provient directement de l'Iliade. En fait, j'avais envie de ce point de départ-là. Une ville, une femme et 2 prétendants. Et ensuite, une guerre, comme la guerre de Troie. Une fois que j'ai mis en place ce premier nœud d'intrigue, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de Massaba et de la guerre, je me suis dit qu'il y avait au moins un personnage qui devait se détacher. Et j'ai construit la trajectoire et le parcours de Souba autour de l'idée de transmission, en le faisant explorer son héritage, aller à la découverte de son père et donc aussi de lui-même. Et puis, il y a un autre point que j'ai voulu modifier. Dans l'histoire de la guerre de Troie, la position d'Hélène est particulière. De manière un peu implicite, elle est désignée comme coupable parce qu'elle est une femme infidèle. Je ne voulais pas pour le personnage de Samilia de ce regard porté sur Hélène.
Bien sûr, on n'est pas obligé de condamner Hélène moralement, mais l'idée de faute reste assez forte en ce qui la concerne, car elle a trompé Ménélas. Moi, je voulais une Samilia non fautive. Elle a été jeune, et quand elle était jeune, elle était proche de ce jeune homme, Sango Kerim. Ils se sont fait des promesses, comme on les fait à cet âge-là, et puis la vie les a séparés. Le roman met en place une sorte de rivalité de fidélité et pose un questionnement. À quoi doit-on être fidèle? Est-ce au temps présent avec Kwam ou est-ce au passé avec Sango Kerim? Je ne voulais pas, en tout cas, qu'on puisse dire que Samilia est une femme infidèle, parce que c'était une manière de poser le problème qui m'intéressait bien moins. Pour moi, Samilia se trouve confrontée à l'impuissance et au doute, parce qu'effectivement, ces deux prétendants sont parfaitement légitimes dans leur demande. Alors, en termes voilà, de suite d'inspiration, qu'est-ce qui a guidé Laurent Godet? Qu'est-ce que vous allez relever là-dedans? L'Iliade, c'est un livre qui a été écrit par Homère, hein, donc comme l'Odyssée où on raconte les aventures d'Ulysse. Mais dans l'Iliade, on raconte un passage de la guerre de Troie, qui est celui où Achille se met en colère et puis va tuer Hector, le plus grand combattant de Troie. D'accord? Et donc ici, hein, dans ce passage, on vous raconte comment a démarré la guerre de Troie. C'est parce que Hélène, la plus belle femme de Grèce à cette époque-là, a été enlevée par Paris, un jeune prince troyen, et qu'effectivement, alors souvent parce que c'est Aphrodite qui l'a voulu, eh bien, elle est allée à Troie, elle a couché avec Paris, et donc ensuite tous les prétendants grecs tous les hommes de la Grèce sont allés sont allés à Troie mener la guerre pour essayer de la récupérer. Donc on est à nouveau hein, avec ce que Laurent Godet dit ici, une ville, c'est pas Massaba, c'est Troie, une femme, c'est pas Samilia, c'est Hélène, deux prétendants, son mari légitime qui était Ménélas, et puis Paris, le Troyen. Et donc ça déclenche une guerre qui, dans l'Iliade, va durer 10 ans, et qui, comme pour la mort du roi de Songor, fait qu'il y a des troupes qui s'équilibrent. Tantôt, il y a une armée qui est un peu plus forte, tantôt une autre, et puis les dieux s'en mêlent, ce qui fait que ça devient extrêmement compliqué. Simplement, autour de Samilia, qu'est-ce qu'il dit qu'il a voulu faire de différent que dans l'épopée de l'Antiquité? Parce que Hélène, elle se fait kidnapper. Alors oui, effectivement, déjà, Hélène, elle se fait kidnapper, mais quel est l'autre problème d'Hélène? Comment est-ce qu'elle est vue pendant l'Antiquité? Elle était en tort parce qu'elle a trompé, non? Exactement. On considère que c'est une femme infidèle. Quand bien même elle a été enlevée, on considère que Hélène s'est pas suffisamment débattue, qu'elle aurait pu se suicider pour ne pas être prise par Paris, et puis qu'en fait, après, elle a parfaitement consenti. Voilà. Alors, on est dans l'Antiquité, donc il y a les dieux olympiens, hein. Ça peut être Vénus Aphrodite qui la pousse à ça. Mais en tous les cas, il y a une forme de condamnation d'Hélène pendant l'Antiquité. Et est-ce que Laurent Godet, il voulait ça? Eh bien, il dit non. Non. Voilà, je ne voulais pas pour le personnage de Samilia ce regard porté sur Hélène. Il ne voulait pas en faire une femme infidèle, il ne voulait pas la rendre coupable de quoi que ce soit. Il voulait vraiment que ce soit juste une jeune femme qui subit un destin absolument horrible. D'accord? Et donc, quel est le questionnement un peu philosophique qu'il voulait créer justement dans son œuvre? Et à quoi doit-on être fidèle? Est-ce que c'est au temps présent ou est-ce que c'est au passé? Et donc, c'est en tous les cas, Laurent Godet, visiblement, il ne fait même pas choisir Samilia parce qu'elle va renier le présent et le passé. Elle ne va choisir ni Kwam ni Sango Kerim parce que c'est trop difficile à choisir. Donc, le fait qu'elle parte vers l'avenir, vers autre chose que ça, tout recommencer, c'est un moyen effectivement de résoudre de manière drastique ce dilemme qui est très compliqué. Mais je pense que selon les individus, on est plutôt attaché au présent, plutôt au passé. Enfin, voilà, on n'a pas tous le même rapport à cette question-là. Donc, on est sur un dilemme tout à fait philosophique et il y a plein de réponses, enfin, il y a presque autant de réponses que d'individus. Je termine juste avec cette dernière question parce que ça permet de travailler sur le personnage du roi un tout petit peu. Donc, Cécile Pellissier lui dit « Avec lequel de vos autres romans ou laquelle de vos pièces rapprocheriez-vous le plus la mort du roi de Sangor ?» Laurent Godet répond « Très clairement et sans hésitation, je le rapproche de deux pièces de théâtre, Le Tigre bleu de l'Euphrate et Salina, pour plusieurs raisons. La première, ce sont des textes qui ont été écrits un peu en parallèle. La date de publication n'est pas forcément la même année, mais ces chantiers étaient en cours à peu près au même moment. Plus précisément, j'associe la mort du roi de Songor et Salina parce que c'est la même démarche pour moi, c'est-à-dire les mêmes plaisirs d'écriture, qui consistent à essayer de créer un univers antique, mais imaginaire,
constitué d'un mélange de civilisations. Je pense que dans La mort du roi de Songor, on est assez clairement en Afrique, mais tous les noms ne font pas uniquement référence à l'Afrique noire. C'est vrai que Bandiagara et Songor font probablement plus référence à l'Afrique subsaharienne, mais avec Samilia, on est peut-être davantage au Maghreb. J'avais vraiment envie que le lecteur puisse rester un peu libre vis-à-vis des images qu'il allait mettre dans sa tête. Et cela a été le même processus avec Salina, un grand plaisir de créer un univers mythologique, antique et imaginaire. En ce qui concerne le tigre bleu de l'Euphrate, j'avais aussi commencé à écrire la pièce alors que j'étais en train d'écrire La mort du roi de Songor. Or, le tigre bleu de l'Euphrate parle d'Alexandre le Grand, un personnage difficile à cerner et donc à manipuler, à la fois très séduisant et totalement terrifiant. Et ce que j'explorais alors autour de la figure d'Alexandre le Grand m'a beaucoup servi pour construire le personnage du roi de Songor. Les questions sont les mêmes. Qu'est-ce que c'est être un conquérant? Est-ce que Songor est monstrueux ou est-ce qu'il est formidable? Est-ce qu'il est un bâtisseur ou est-ce qu'il est un destructeur? Comment peut-on juger moralement de ce qu'il a été? Ce sont bien toutes les questions que se pose Souba. Voilà, ça nous permet de confirmer tout ce qu'on avait vu déjà sur le cadre spatio-temporel et puis de voir qu'il y a une autre question un petit peu philosophique qui le guide, hein, c'est ces grands personnages de pouvoir comme Alexandre le Grand. Voilà, qu'est-ce que c'est être un conquérant? Est-ce qu'on est formidable ou monstrueux quand on mène des guerres à travers le monde? Est-ce qu'on est un bâtisseur quand on arrive à mettre un empire ou un destructeur parce qu'on mène la guerre pour bâtir cet empire? Et donc, ça crée d'autres questionnements philosophiques. D'accord? Donc voilà, c'était le dernier passage que je voulais voir pour cette séance 6. Et donc, normalement, après, on aurait lancé un peu plus de lecture par vous-même. Je vous redonnerai aussi un document après qui aurait fait la séance 10, c'est-à-dire un peu des analyses que j'ai croisées là, mais que je vais rédiger au clair pour que vous ayez un peu toutes ces grandes thématiques du livre et que ça puisse vous permettre de faire des parallèles avec la princesse.